Quoi? Vous pensiez franchement que j'allais prendre une pause? Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores et non, je n'ai pas pris de pause. Mon enfant est bel et bien né la semaine dernière. Je viens de changer une couche. Ça sent pas encore trop mauvais après une semaine, normalement tout va bien. Et même si c'était le cas, bon, il n'y a pas encore les effluves visuels, YouTube n'est pas aussi poussé que ça, donc ça ne transparaîtrait pas à l'image. Mais quoi qu'il en soit, oui, je suis bien là cette semaine encore pour le menu crowdfunding, l'émission dans laquelle je vous passe en revue la grande majorité des projets actuellement en cours de financement participatif sur Kickstarter, GameFund et compagnie. Même si j'avoue quand même que les semaines à venir, peut-être les mois à venir, bah, ça peut être 2 semaines, 3 semaines, comme 36 semaines, on ne sait pas, on verra bien. Je vais essayer quand même de faire ça de manière un petit peu plus raccourcie, un peu ramassée. Je vais essayer de m'en tenir à un truc de maximum 1h30, si possible moins d'1 heure, ce serait bien. Pour quelques mois au moins, parce que bon, pour les raisons que vous pouvez imaginer, avec un petit bébé sur les bras, il faut bien évidemment essayer de raccourcir au minimum les tâches annexes, disons. Donc, ce qu'on va faire, ce qui c'est pas plus mal en soi, c'est que les tout petits projets que je mets toujours par acquis de conscience vont soit passer à la trappe, soit être présentés en l'espace d'une minute 30, juste pour dire qu'ils existent, pour ceux que ça pourrait éventuellement intéresser. Et du coup, sans plus tarder, sans non plus faire trop de billevesées, hein, j'aime bien utiliser de temps en temps des mots du XIIIe siècle, on va passer directement au petit point sur la chaîne hebdomadaire, bien sûr, où l'on est toujours à actuellement 1180 et quelques abonnés. Pas de grandes nouveautés en termes de, comment dirais-je, de vidéos sur la chaîne depuis la semaine dernière, juste le menu et son suivi, donc il n'y a pas grand chose de plus à ajouter, mais ceci dit, attention, ici vous le voyez, hein, le patron de l'addition de mai 2022 qui était arrivé un petit peu en retard et dans lequel vous aviez un petit concours, et bien le résultat de ce concours va arriver dans les jours à venir, voire même peut-être d'ailleurs, oui ce soir, au moment où j'enregistre la vidéo, mais pour vous en fait vous la verrez peut-être même avant cette vidéo que vous regardez actuellement. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, mais qui auraient participé au patron d'addition, enfin au concours du patron d'addition de mois de mai dernier, eh bien vous pourrez en connaître le résultat bien dans cette vidéo sera publiée donc du coup hier au moment où vous me regarderez potentiellement, ou demain au moment où moi j'enregistre cette vidéo. C'est un petit peu compliqué, on est un petit peu dans Inception là, hein. Mais quoi qu'il en soit, c'est tout pour le point sur la chaîne. On va tout de suite aller voir le résultat du sondage de la semaine, pardon, quand je commence à fourcher un petit peu. Le résultat du sondage de la semaine. Comme chaque semaine, vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien vers le sondage de la semaine suivante. Cette semaine, vous le voyez, on avait quelques jeux, effectivement, mais pas si nombreux que ça. Il faut bien avouer que ça fait quand même, allez, disons presque 2 mois. Je pense qu'on a des semaines assez légères sur le menu. C'est plutôt une bonne chose pour moi, ça me permet d'utiliser mon temps pour d'autres choses également, et j'en ai bien besoin récemment. Cette semaine, on avait notamment Nexus qui a pas beaucoup attiré, Draconis également, Pathfinder Revolution, bon, ça a attiré un petit peu de monde quand même malgré tout, Paléovet 5 personnes, ok. Assez surprenant l'extension, enfin les extensions d'ailleurs, de Burn Cycle, le nouveau projet, les extensions du projet Burn Cycle de Chip Theory Games, a attiré seulement 5 voix vers son projet, c'est assez peu, c'est assez surprenant de ce point de vue-là. Aquamarine 6, Utopia 8, Star Realms avec son Legacy, parce que oui, ça y est, enfin, Star Realms, le fameux jeu de deck building, aura son Legacy à lui également, était à 8 voix chacun. Et puis finalement, les deux, vainqueurs, mais pas ex aequo, c'est Moonrakers qui revient là encore avec 3 nouvelles extensions, ainsi que Silver Coin Age of Monster Hunters qui prend la première place cette semaine avec 12 voix. Et sans plus tarder, eh bien, on va aller s'orienter directement vers les mentions honorables de la semaine, qui, je l'espère en tout cas, seront bien plus courtes qu'à l'accoutumée. En décembre 2021, voyait le jour Voyages, un petit projet du nouvel éditeur Postmark Games, qui nous revient aujourd'hui avec un second projet, toujours dans la même veine, à savoir un jeu de roll and write en print and play. On en voit quand même très régulièrement sur la chaîne, je pense que vous êtes un petit peu accoutumés du genre. Il s'agit ici de Aquamarine, pour encore une fois un prix très modique, on est à 5$ pour une multitude de cartes qui vont venir s'enrichir mois après mois post-campagne. Pour l'instant, vous le voyez, on est à 3600 contributeurs à 8 jours de la fin de la campagne, déjà, campagne relativement courte, mais on a d'ores et déjà accumulé 17 000 €, ce qui est quand même plutôt un très joli score pour un print and play qui coûte quand même très peu cher à l'unité.
Pour le reste, ça reprend un petit peu les mécanismes de Voyages dans une thématique tout à fait différente et bien sûr d'autres thématiques qui viennent s'y ajouter avec, des mécanismes, j'ai dit thématique 2-3 fois, je crois que c'était des mécanismes que je voulais dire, dans une thématique très différente mais avec des mécanismes similaires, excusez-moi, j'en perds mes mots, bien la fatigue, le manque de sommeil bien évidemment. Et donc Aquamarine est un jeu comme d'habitude en run and write pour 1 à 100 joueurs, voire même plus, même si j'imagine que ça doit pas être très fun de jouer à 100 personnes, pour 8 ans et plus, et des parties d'environ 30 minutes, un petit peu à la manière de Voyages, son prédécesseur. Pour le reste, je vais pas vous en parler beaucoup plus, parce qu'on va essayer justement de faire des pans de vidéos beaucoup plus courts pour les mentions honorables à partir d'aujourd'hui. Voilà, pour le reste, ça va être assez rapide, je vous l'ai dit, un seul niveau de pledge à 4 livres, soit 5 €, qui vous permettra d'aller chercher une ou deux premières cartes comme il l'avait fait pour Voyages, puis quelques mois après, au fur et à mesure que les créateurs ajoutent de nouvelles cartes, vous pourrez en avoir 3, 4, 5, 6 potentiellement, et vous pourrez également prendre Voyages, donc leur premier jeu, qui était assez sympa, même si nous, on a toujours le même problème avec les print and play ici, à savoir, on n'arrive pas à se rappeler qu'ils existent, et du coup on les sort jamais. Voilà pour Aquamarine, petit jeu de run and write très abordable financièrement parlant, si vous n'êtes pas trop récalcitrant au roll and write. 3600 contributeurs à 8 jours de la fin de la campagne. On continue avec Pathfinder Revolution, actuellement un petit peu en difficulté sur Kickstarter après 3-4 jours de campagne, puisqu'on est actuellement à 370 contributeurs, ce qui n'est pas ridicule en soi, mais pour un jeu de Steve Jackson et de sa compagnie, c'est assez pauvre, et vous le voyez, on n'est pas encore financé, malgré les 31 000 € d'engrangés, il en faudra encore environ 17 000 pour pouvoir espérer atteindre le seuil de financement. Pour ce qui est du jeu en lui-même, c'est une refonte d'un jeu intitulé Revolution, mais avec du coup cette fois-ci le lore, le monde de Pathfinder pour aller thématiser ça un petit peu plus en avant. Donc éventuellement les fans du jeu de rôle du même nom pourraient éventuellement y trouver leur compte si toutefois vous êtes amateur de jeux à rôle caché avec du bluff, avec des enchères, etc. Avec un matériel qui n'est pas extraordinaire, mais si on est amateur du monde de Pathfinder, ça peut être assez sympa d'avoir un jeu supplémentaire dans ce catalogue, disons, qu'est Pathfinder, avec un monde assez riche, assez vaste. Et ma foi, c'est à peu près tout. Pour juste les niveaux de pledge, on en a un à 60 $ pour avoir le jeu Pathfinder Revolution, puis un pledge à 90 $ pour avoir Pathfinder Revolution plus le jeu Munchkin, en format deluxe qui plus est. Ensuite, à 100 $, on a Pathfinder Revolution plus Munchkins et des dice également, donc des dés. Ensuite, 175 pour avoir Pathfinder Revolution plus un all-in sur Munchkin. Bon, je sais pas, j'ai jamais joué à Munchkin pour être tout à fait honnête, malgré la grande célébrité de ce jeu. Et puis ensuite, on a un pledge pour du retail, et puis du deluxe pour du retail également, mais bon, ça n'intéressera que les gens qui gèrent une boutique potentiellement. Voilà, c'est tout pour Pathfinder Revolution, pas en plus disponible en français, donc il n'y a pas de raison que beaucoup de spectateurs ne s'y intéressent. Mais si vous êtes amateur de Pathfinder, que vous n'êtes pas trop en mauvaise relation avec la langue de Shakespeare, et que vous aimez les jeux de bluff, d'enchères et compagnie, ça pourrait être pour vous. On continue avec un projet qui n'est pas un jeu, une fois n'est pas coutume, il m'arrive parfois de présenter des jeux, des projets alternatifs qui ne sont pas vraiment des jeux mais qui peuvent intégrer un petit peu ce registre du ludique. Ici clairement c'est le cas avec les Vessels, des puzzles visuels, d'où le nom Vessels. C'est la deuxième fournée de cette série puisque l'éditeur Sam Milham avait déjà pondu la saison 1 il y a quelques temps avec 675 contributeurs. C'est également l'éditeur de beaucoup de jeux, c'est aussi la raison pour laquelle du coup je l'ai intégré malgré tout dans le menu cette semaine, tels que par exemple Get to the Checkpoint ou Silverwood Grove ou plus récemment Don't Let It Die par exemple, qui avait fait un beau résultat d'ailleurs au passage. Et donc il nous revient avec cette deuxième saison des Puzzle Vessels. Ce sont des puzzles bien sûr assez communs où on va simplement assembler des pièces pour aller avoir une image finale à partir desquelles, et c'est le petit twist dans cette campagne, dans ces puzzles là, une fois que le puzzle est terminé, vous aurez des énigmes à résoudre à partir du puzzle terminé. Et ça, de ce point de vue, c'est assez intéressant, puisque une fois le puzzle terminé, il n'est pas vraiment terminé, il vous reste des trucs à faire avec. Et du coup, c'est évidemment assez familial, puisqu'on peut y jouer à partir de 8 ans et plus, en solo, comme en famille, comme en grand groupe, bien évidemment. Et il n'y a absolument pas d'écran nécessaire pour pouvoir y jouer, ce qui est plutôt sympa pour pouvoir y jouer en famille avec des petits jeunes, pour les éloigner un petit peu de temps en temps des écrans.
Ensuite, pour ce qui est des niveaux de pledge, où en était-on, pardon, un puzzle, voilà, un puzzle c'est 19 dollars américains. Attention, ne vous laissez pas avoir par le 28 ici, ça c'est australien, c'est de dollars australiens, ce n'est pas exactement la même devise, même si ça porte le même nom. Les dollars américains sont un peu plus petits ici, donc 19 dollars américains pour un puzzle, 39 pour deux. 59 pour les 3 qui sont disponibles durant cette campagne. Ensuite, si vous n'en voulez qu'un, à vous de choisir entre les 3 bien évidemment. Vous ne serez pas obligé de prendre le Mysterious Museum, vous pourrez aussi prendre le Magic Bookshop par exemple, ou le Cozy Cinema également. À vous de choisir le thème qui vous intéresse le plus. Pour le shipping, on est à 10 dollars américains, 19 dollars américains, 27 dollars américains en fonction du nombre de puzzles que vous allez choisir. Mais apparemment, ce serait potentiellement le même prix pour tous les pays concernés, enfin tous les pays dans lesquels on pourrait recevoir le pledge. Et apparemment, il n'y aura pas non plus de TVA à ajouter dans les zones mentionnées plus haut, à savoir par exemple l'Union Européenne, ce qui est relativement intéressant et important lorsqu'on choisit un jeu sur Kickstarter. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Vezels, la deuxième saison des puzzles visuels de chez Sam Milham. Et non, tous les projets de jeux de société avec une direction artistique assurée par The Miko ne font pas d'énormes bombes au niveau des résultats. Ici, c'est le cas très clairement, preuve s'il en faut, avec Dracula Fangs and Pitchforks, un petit jeu à identité cachée dans lequel un joueur va incarner Dracula, puis ensuite ce sera un autre joueur, un tour à tour, le Dracula va changer, et les autres joueurs auront des rôles secrets. Il faudra éventuellement éviter de se faire bouffer par Dracula, ou au contraire parfois le convaincre via certaines stratégies de bluff ou de mensonge carrément, de vous bouffer parce que votre rôle vous le demande, et c'est ainsi que vous gagnerez des points. Et une fois qu'on aura fait la totalité des joueurs ayant incarné Dracula, eh bien on aura terminé la partie et on comptera les points de victoire, et ça se limite à peu près à ça. Mais comme vous le voyez, on l'a vu ici en début de campagne, 47 contributeurs, 2000 € d'engrangés à 17 jours de la fin, c'est très mal parti pour Ludos Studio, pour ce nouveau projet qui est Dracula, qui est donc un jeu de bluff avec également, un petit peu de tchatch, puisqu'il faudra réagir à certaines cartes en notre possession et utiliser ce qui est écrit dessus pour faire face à la situation, pour expliquer à Dracula pourquoi il ne devrait pas nous manger, ou au contraire pourquoi il devrait nous venger, peut-être théoriquement. J'ai pas fouillé beaucoup plus que ça. Voilà pour Dracula Fangs and Pitchforks. On va juste aller voir quand même les prix. C'était un petit peu... Voilà, c'était ici. Alors, on a un truc assez intéressant, assez original, qu'on a assez rarement vu, mais c'est aussi vrai que assez peu de modèles de jeux s'y prêtent, donc c'est aussi pour ça. Il y a un Pledge Travel Pack qui vous permet de recevoir des paquets de cartes sans boîte pour pouvoir en fait l'utiliser en voyage, je sais pas, dans la voiture ou que sais-je quoi. Enfin, dans la voiture, mais pas le conducteur, attention. Donc juste des cartes de rôle, des cartes d'excuses et des cartes d'actes, donc les 3 types de cartes nécessaires pour pouvoir jouer à ce jeu. Et puis ensuite, si vous voulez la boîte, eh bien, il vous faudra dépenser un petit plus, 24 € pour avoir un peu plus de cartes. Attention, le Travel Pack ne contient que 10, 70 et 15, alors que là, vous le voyez, 20, 155 et 30. Donc c'est vraiment un format très light avec uniquement des cartes. La boîte de base avec les jetons de points de victoire et le livret de règles, ça vous coûtera 24 $. Ensuite, vous avez aussi une version deluxe avec une miniature de Dracula qui, je pense, ne sert absolument à rien, mais bon, c'est fun. Et puis ensuite, on a également des extensions qu'on peut aller ajouter pour ajouter encore un peu plus de gameplay, encore plus de types d'excuses et donc de sources de bluff potentiels. Et de nouveaux personnages également. Ensuite, juste pour les frais de port rapidement, eh bien je les vois pas, et pour le coup, cette semaine on a dit qu'on allait vite, donc bon, les frais de port, vous les chercherez par vous-même si le jeu vous intéresse, mais attention, de toute façon, Dracula pour l'instant, ça sent un petit peu le sapin. On parlait tout à l'heure du petit projet Aquamarine, qui avait d'ailleurs récolté 6 voix dans le sondage de la semaine, donc un jeu qui était relativement attendu. Eh bien, ceux qui s'intéressaient à ce projet pourraient s'intéresser également à Shoes Tactics, que je n'avais pas vu arriver celui-ci, parce que c'est un projet assez similaire. Encore une fois, il s'agit d'un print and play avec du roll and write, et encore une fois, il s'agit d'un jeu qui va venir s'enrichir au fur et à mesure que les mois s'écoulent. Et donc c'est un jeu assez intéressant puisque au-delà du simple aspect roll and write avec plusieurs maps que vous allez recevoir au fur et à mesure du temps, eh bien il y a un aspect campagne aussi qui vient s'intégrer au jeu et qui est super intéressant puisque à chaque nouvelle map que vous allez recevoir, eh bien l'épopée vécue par les différents personnages que vous pourrez incarner évoluera. Ici par exemple vous recevrez dès la fin de la campagne les 2 premiers chapitres je crois, An Unexpected Mission, donc une mission inattendue, et Way of a Hero, donc la voie du héros.
Et le premier format ici, vous le voyez, c'est une partie d'initiation, d'introduction, dans lequel vous allez commencer à apprendre un petit peu les mécanismes. Puis ensuite, vous aurez le Way of Hero, où vous aurez l'introduction des héros et des mécanismes qui vont avec, ainsi que de nouvelles ressources. Et ainsi de suite, à chaque chapitre, de nouveaux personnages, de nouveaux mécanismes vont venir s'intégrer. Et puis au-delà de ça, il y aura également une sorte de narration intrinsèque qui va venir émaner du jeu. Et de ce point de vue-là, c'est assez intéressant. Et en plus de ça, en termes de mécanismes, au-delà du roll and write, ça tire aussi pas mal d'inspiration des jeux de tower defense, donc de défense de territoire, de défense de tour, un petit peu qu'on en voit beaucoup sur iOS, enfin sur les plateformes type smartphone, tablette et compagnie. Donc de ce point de vue-là, c'est assez intéressant, point de vue mécanique, point de vue thématique, et justement ce côté un petit peu campagne qui va évoluer au fur et à mesure des mois. Je trouve ça assez intéressant. On a un pledge de base qui est le plus commun à 6$ pour avoir donc la totalité des cartes qui vont venir voir le jour au cours des mois. Ensuite à 54$, et ensuite 90$, c'est des pledges un petit peu mécénat de lesquels vous allez pouvoir participer à la création par exemple d'un personnage, d'un héros, ou encore même incarner vous-même un héros dans le jeu, donc visuellement bien entendu, mais encore une fois, ça n'a aucune utilité particulière, il n'y a pas plus de matériel, c'est juste votre tronche dans le jeu, et c'est toujours un petit plus, c'est toujours un joli petit cadeau potentiellement aussi pour, je sais pas, un amateur de roll and write en print and play qui ne connaîtrait pas Shoes Tactics, et vous vous dites ça pourrait faire un bon cadeau, et bien oui, ça pourrait faire un joli petit cadeau. Voilà pour le reste, pas de frais de port bien entendu, puisqu'il s'agit d'un roll and write en free to play, pas en free to play mais en print and play, donc il n'y a pas de frais de port bien évidemment, on vous enverra les PDF assez rapidement après la fin de la campagne, et ça aussi c'est un des attraits principaux de ce genre de petite campagne. Voilà pour Shoes Tactics, 944 contributeurs, 18 jours avant la fin de la campagne et déjà 8000 € d'engrangés. On enchaîne avec Quad Heroes qui revient sur Kickstarter pour sa deuxième édition. Et pour l'instant, bon vous le voyez, ce n'est pas financé certes, mais ça fait quand même un beau résultat. On est actuellement à 71 000 € d'engrangés avec près de 700 contributeurs à 20 jours de la fin de la campagne. Donc même si ce n'est pas financé pour le coup, ça devrait pouvoir se faire, je pense, d'ici la fin de la campagne, à moins qu'ils ne préfèrent annuler parce que le résultat est un petit peu décevant mine de rien. D'autant plus qu'il s'agit ici d'une seconde édition pour Quad Heroes. C'est un jeu de... comment ça s'appelait d'ailleurs l'éditeur, j'ai oublié, bref, de Ryan Eiler. On va aller voir juste le premier projet de Quad Heroes, c'était ici, voilà, près de 3000 contributeurs lors de la précédente campagne qui avait enfin réussi à financer le jeu, la première ayant échoué, d'abord en 2017. C'était revenu par la suite avec près de 3000 contributeurs. Je ne sais pas si on atteindra le même score pour Quad Heroes, mais en tout cas cette seconde édition nous revient avec pas mal d'ajouts et de petits détails qui ont été peaufinés depuis la dernière fois, des nouveaux composants qui sont très très classieux, vous allez voir par la suite, ainsi que des règles qui ont été revues, une expérience qui a été un petit peu polichée également, donc tout a été amélioré vraisemblablement. Par contre attention, la différence entre le retail, donc la version boutique et la version Kickstarter est assez conséquente. 49$ pour la version de boutique, bien évidemment. Et puis si vous l'attendez en boutique, vous pouvez potentiellement attendre longtemps, parce que je ne suis pas persuadé que Quad Heroes verra le jour en français tout de suite. Par contre, si vous voulez la version Deluxe, donc sur Kickstarter, il vous faudra débourser 120$, donc c'est quand même particulièrement cher. Et éventuellement, ceux qui auraient déjà la première édition du jeu, mais qui voudraient avoir les nouveautés, il vous faudra pour cela débourser 39$ supplémentaires pour pouvoir mettre votre jeu à jour. C'est un jeu donc avec bien évidemment des miniatures en forme de dé, en fait, en forme de cube. C'est tout mignon, c'est très familial là encore. Vous pouvez d'ores et déjà le tester en plus sur Tabletop Simulator. Vous avez un petit aperçu de ce à quoi ça peut ressembler. On a de la gestion de main, on a de la pose de tuiles, on a des déplacements sur une map avec une sorte de terraformation, on va dire, de la map via certains événements, via certains pouvoirs de votre personnage. C'est assez mignon. Je serais très curieux d'aller le tester un jour, mais de là à le baquer, non merci quand même. Voilà un petit peu le contenu avec certaines nouveautés par ailleurs. Ici par exemple, vous voyez la Kickstarter Deluxe Edition à 120$ qui viendra avec les petites miniatures de personnages qui seront pré-peintes. Ça aussi, ça se fait assez rarement sur Kickstarter, mais c'est sympa de ne pas avoir ces miniatures à peindre quand on n'est vraiment pas doué avec des pinceaux ou qu'on n'a simplement pas le temps ou pas la motivation, par exemple. Ensuite, c'est également une campagne qui s'accompagnera potentiellement, si vous le choisissez, d'un mode solo. Alors vous verrez, il y a beaucoup d'informations sur la page, mais voyez ici par exemple Heroic Journey, qui est un solo
ou solo ou coop d'ailleurs, hein, l'un ou l'autre, mais en campagne. Donc une petite campagne pour le jeu, c'est assez sympa. Pour les amateurs de jeux en solo, pour mieux découvrir son jeu avant potentiellement de le présenter à d'autres personnes, ça peut être aussi une technique. C'est assez sympathique comme proposition. Pour le reste, vous le voyez, il y a énormément de niveaux de pledge, hein, 199, 99, 469. Ça vient avec un organiseur en bois, c'est vraiment très classe, c'est très joli. Et tout ça peut potentiellement aussi aller intégrer une boîte que voici, que j'estime être très inspirée par celle qu'on avait précédemment vue dans, bien entendu, Je perds mes mots, évidemment, la fatigue, tout ça. C'était dans... Ah, je l'avais tout à l'heure pourtant. J'avais révisé un tout petit peu. Too Many Bones, bien entendu, bien évidemment. Too Many Bones, c'est un peu inspiré par ça. Et bien entendu, vous pourrez donc ouvrir et voir tous les composants à l'intérieur. Il y aura déjà une image un peu plus basse d'ailleurs, voilà, ici, pour vous montrer un petit peu ce à quoi ça pourrait ressembler une fois dans cette grosse boîte. Ça donne très très bien, franchement, c'est vrai que c'est très joli, c'est très bien présenté, c'est très bien rangé, ça donne envie, mais pour autant, je suis pas sûr de vouloir mettre autant pour un jeu de ce genre. Ensuite, pour le shipping rapidement, bien vous pourrez aller chercher votre zone Canada-Europe ici, 18 jusqu'à 37 ou 11 jusqu'à 27 en fonction de votre niveau de pledge et bien entendu de la zone dans laquelle vous vivez. Pour ce qui est de la TVA, eh bien apparemment les régions concernées par les petits logos que l'on voit ici ne devraient pas être concernées par un ajout de TVA potentiel. L'Union Européenne en fait partie, donc a priori vous devriez pouvoir passer entre les gouttes, mais j'ai quand même tendance à dire à vérifier. Voilà pour Quad Heroes avec cette seconde édition, théoriquement une grosse amélioration de la première avec en plus des ajouts matériels et de gameplay assez intéressants. A vous de voir si ça peut vous intéresser, c'est en tout cas très mignon visuellement parlant. 700 contributeurs environ à 20 jours de la fin de la campagne et déjà 71 000 € d'engrangés, même si pour le moment ce n'est pas encore financé. Et là je vais vous faire une petite introduction digne du suivi du menu crowdfunding. C'est un jeu présenté le 10 juillet dernier, mais alors que fait-il dans ce menu crowdfunding du 24 juillet? Eh bien tout simplement c'est une campagne qui avait été annulée la semaine dernière et qui revient à peine quelques jours après l'annulation de cette campagne précédente avec une nouvelle proposition, des prix un petit peu revus à la baisse, mais je peux quand même vous réorienter vers le menu crowdfunding du 10 juillet dernier pour en apprendre un petit peu plus sur Era of Kingdoms, seconde édition plus l'extension Inquisition qui vient rejoindre le jeu pour encore plus de profondeur de gameplay. Ça avait pas l'air intéressant, mais ça avait fait un gros bid sur Kickstarter, donc il y a 2-3 semaines lorsque le projet avait été présenté. On va rapidement aller voir ce que ça avait donné à l'époque. C'était donc ici, alors on avait fait 278 contributeurs et donc c'était raté avec un financement à 41 000 €. Là ils l'ont pas mal diminué du coup à 11 000 €, donc évidemment c'est beaucoup plus facile à atteindre, mais si on regarde bien, c'est pas beaucoup mieux en réalité, mais bon, au moins c'est financé. Pour le reste, je vous invite bien évidemment à aller consulter la vidéo du 10 juillet dernier pour en apprendre un petit peu plus sur Era of Kingdoms avec cette seconde édition et cette nouvelle extension qui ne démérite pas, j'ai envie de dire, qui peut présenter un certain intérêt en termes de gameplay, de profondeur de gameplay. C'est pas vilain, mais bon, apparemment ça n'a pas conquis les foules plus que ça. Je vous réoriente donc vers la vidéo du 10 juillet pour en apprendre plus sur Era of Kingdoms seconde édition et cette nouvelle extension Inquisition. Moi, j'avoue que les dinosaures, ça me laisse un petit peu de marbre. Paliovet nous revient après une première tentative en octobre, je crois, septembre ou octobre 2021, sur Kickstarter qui s'était soldé par un échec. Et ils nous reviennent donc avec cette seconde tentative pour Paliovet. Celle-ci est pour l'instant couronnée de succès. Un succès, c'est un bien grand mot. On est à 220 contributeurs, 12 400 € d'engrangés à 26 jours de la fin de la campagne. Il reste largement assez de temps pour vous pencher sur son sujet. C'est un petit jeu pour 2 à 4 joueurs de 10 minutes par joueur. Attention, c'est pas 10 minutes la partie, 10 minutes par joueur. Pour 14 à 65 millions d'années. Alors vous pouvez jouer à partir de 14 ans, mais jusqu'à 65 millions d'années. Il ne faudra pas avoir 14 millions d'années pour y jouer, bien évidemment, sinon vous ne pourriez pas y jouer, et moi non plus. Voilà. En même temps, c'est un studio qui s'appelle Absurdist Productions, donc les productions de l'absurde, donc en même temps, voilà, ça pourrait se tenter, éventuellement. Ça pourrait expliquer aussi, peut-être les gens ils se disent « Oh, peut pas y jouer avant 14 millions d'années, on va pas se mettre, voilà. » Et donc voilà, 220 contributeurs, que voulez-vous, voilà, c'est comme ça. Le marketing, tout est dans le marketing. Bref, Paliovet, c'est un jeu de draft, de jet de dés, de placement de dés un petit peu, dans lequel vous allez soigner des dinosaures, parce que oui, vous avez reproduit
un parc façon Jurassic Park en gros, mais les dinosaures sont pas forcément en excellente santé et vous allez devoir essayer de les soigner. Donc il y aura un petit peu de gestion de main, il y aura du jet de dés, il y aura des effets en tout genre, et puis au final ça reste un jeu de set collection également, en gros. C'est pas hyper joli aussi au demeurant, je dois bien le dire, même si le matos a l'air d'être relativement qualitatif, mais la direction artistique, je suis pas gros fan. Et en plus de ça, les dinosaures et moi, bon, c'est pas spécialement un thème qui m'attire outre mesure. D'ailleurs, désolé pour Xavier qui va, peut-être en regardant cette vidéo, me dire « Mais alors, Persévérance, on va jamais le sortir ». Mais si, on le sortira parce que c'est un Mind Clash Games, aucun rapport, voyons. Vous pouvez d'ores et déjà tester le jeu sur Tabletop Simulator. Ensuite, pour ce qui est des pledges, on en a un à 39$, le niveau Raptor, pour avoir le jeu de base. Ensuite, on en a un second à 59$, c'est le pledge T-Rex, pour avoir le jeu de base, plus des plateaux un petit peu plus conséquents pour chacun des joueurs autour de la table, ainsi que des tokens en acrylique qui représentent les tokens d'ADN des dinosaures. C'est à peu près tout pour le niveau de pledge, et ensuite pour le shipping, eh bien, il vous faudra aller trouver votre zone dans les différents tableaux récapitulatifs ici, qui pour une fois sont plutôt bien foutus. C'est souvent un petit peu galère de trouver des informations sur Kickstarter à ce niveau-là. Ici, c'est plutôt bien présenté. Par exemple, pour le Canada, c'est 19,50. Ensuite, pour l'Asie, par exemple, nous, on serait certainement dans le Rest of Asia, donc 21$. Ensuite, pour l'Europe, 18 pour la France, pour la Belgique, 16 par exemple, et ainsi de suite. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Paleovet qui cette fois-ci est financé, ce qui n'était pas le cas la fois précédente, mais sans non plus avoir attiré énormément de nouveaux backers a priori. On continue avec Utopia et j'ai un peu le cul entre deux chaises. Thématiquement, j'avoue, ça me mettait un petit peu la tulipe à 45 degrés. Et dans la réalisation, je me la suis roulée derrière l'oreille, et tu roules. Utopia, bon, c'est un projet assez intéressant sur le papier, avec pour l'instant un résultat assez peu convaincant de la part de Gravity Games sur GameFound actuellement. Malheureusement pas de version française, en tout cas pour le moment. 104 backers à 27 jours de la fin de la campagne, 13 000 livres d'engrangés sur 25 000 nécessaires. On a dépassé à peine la moitié du seuil de financement, ça risque d'être assez compliqué je pense pour aller financer d'ici la fin de la campagne, mais bon, on verra. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs qui prend environ 90 minutes pour terminer une partie, pour 14 ans et plus, et ça vient mêler différentes mécaniques assez intéressantes les unes avec les autres, telles que de la gestion de ressources, mais également essentiellement en son cœur du placement d'ouvriers, avec également une narration interne à chaque partie qui est pas inintéressante, puisqu'en fait dans Utopia, vous allez incarner chacun autour de la table, pour 1 à 4 joueurs je le disais tout à l'heure, des barons de factions au 24e siècle qui ont pour capacité de modifier, d'altérer le cours du temps et donc de venir influencer l'avenir et le passé également bien évidemment. Et donc vous allez essayer d'aller, influencer les événements passés pour ensuite pouvoir permettre à votre faction d'atteindre son utopie personnelle, c'est-à-dire le but ultime vers lequel elle tend, et qui sera bien évidemment différent pour chacune des factions autour de la table. Et c'est en enclenchant des effets papillons, si pour ceux qui auraient déjà vu le film, le premier, les autres étaient un petit peu nuls, c'est en enclenchant des effets justement de boule de neige avec des effets papillons à tour de bras que vous pourrez éventuellement réussir à atteindre votre utopie. Mais le truc, c'est que même si sur le papier, gestion de ressources, placement d'ouvriers, j'adore, la direction artistique me laisse un petit peu froid. On va juste, avant de continuer, voir le 80 livres pour le pledge All Gameplay. Donc en fait, c'est le pledge de base, en gros, pour avoir la totalité du gameplay du jeu. Et ensuite, vous en avez un autre avec 380 livres qui inclut des trucs supplémentaires, mais pas spécialement très intéressants. C'est plus du mécénat qu'autre chose. Alors donc, regardons un petit peu plus en avant le jeu. Et vous allez voir tout de suite, déjà la présentation de la campagne, c'est pas très vendeur, c'est pas très joli, c'est pas très moderne, disons. Alors ça n'empêche pas que c'est lisible, potentiellement, certes, mais au-delà de ça, la campagne elle-même, le jeu lui-même, en termes de direction artistique, j'ai envie de dire, il y a de l'idée, mais la réalisation est pas folle. Mais ceci dit, c'est vrai que thématiquement, pouvoir aller modifier certains événements majeurs de notre histoire récente comme plus ancienne également, c'est quand même super intriguant, super intéressant sur le papier.
Vous aurez ici un petit peu un aperçu des différents composants du jeu que vous pourrez aller utiliser. Là encore, les plateaux sont pas extraordinaires, les miniatures sont pas folichonnes non plus. Les petits tokens de connaissances ici sont pas vilains, ça fait le job, mais sans être non plus extraordinaire. Et ici, donc les 44 cartes de, comment dirais-je, d'équipage que vous pourrez intégrer donc à votre vaisseau, avec parmi eux des grands noms de notre histoire, hein, avec ici par exemple Sun Tzu, Martin Luther King, Moon Holiday par exemple, Madame Tussaud, et ainsi de suite. De ce point de vue-là, thématiquement, c'est assez intéressant de pouvoir mêler un petit peu tous ces personnages, justement. Ensuite, des cartes de technologie, hein, des technologies qui ont vu le jour ou pas encore également. Des cartes de mission également, avec ces fameuses missions qui pourront éventuellement provoquer justement des paradoxes temporels, donc des effets papillons, qui pourront changer le cours de l'histoire, et ainsi de suite. Mais visuellement, bon, vous le voyez, il y a beaucoup de texte. Pas sûr que ce soit très nécessaire, c'est essentiellement du fluff, j'ai l'impression. Mais c'est pas inintéressant, et du coup, pas de français, ça beaucoup moins tentant tout de suite. Il y a aussi une version solo ou en coop à 2 joueurs qui peut être intéressante également pour ceux qui voudraient se l'approprier malgré tout, même si le jeu n'est pas disponible en français. Ici, petit tour sur les shipping, donc sur les frais de port, avec, vous le voyez, Belgique, France dans la même zone à 15 livres de frais de port depuis l'Allemagne. Ensuite, pour nos amis suisses, c'est 31 livres. Canada, ça dépendra du nombre de backers. On l'a déjà vu plusieurs fois. C'est souvent le cas pour le Canada d'ailleurs. Plus de 350 backers canadiens, 20 livres de frais de port. Moins de 350 backers canadiens, 30 livres de frais de port. Autant vous dire que pour l'instant, il n'y a même pas 350 backers, tout pays confondu. Donc, ouais, ça risque d'être assez chéro pour les Canadiens qui voudraient s'y intéresser. Et encore faudrait-il que le jeu soit financé d'ici le terme de la campagne, ce qui pour l'instant, on l'a vu, n'est pas garanti. Voilà pour Utopia, pas inintéressant, mais pas si attirant que ça non plus, pardon. Toujours du côté de chez GameFound, on a également Nexus Arena Combat System, donc un nouveau jeu avec encore une fois des dés à l'appel, on lance des dés et on tabasse des gens avec une direction artistique pour le coup assez soignée. Je suis pas du tout fan ou amateur de ce genre-là, thématiquement parlant, mais au moins ça a l'air d'être plutôt pas mal réalisé, même si au final le plateau central est assez terne, mais il y a de la miniature qui sont apparemment plutôt détaillées, plutôt pas vilaines, enfin dégueulasse thématiquement parlant certes, mais plutôt bien réalisé en tout cas, avec des miniatures de, comment on appelle ça déjà, d'obstacles en gros, que vous pourrez aller apposer sur le plateau central pour aller impacter les différents combats. Bon, après ça reste du combat d'arène en gros, hein, plus ou moins, avec bien sûr des pouvoirs asymétriques en fonction des personnages, etc. Beaucoup de dés à aller lancer, le tout pour un pledge à 120$, donc c'est quand même particulièrement cher pour un projet assez peu attendu, mais avec un matériel assez intéressant. Mais ceci dit, ça reste quand même assez terne, très classique au demeurant en termes de mécanisme et de présentation. Ce n'est pas non plus très innovant, pas très intéressant a priori. Après, c'est peut-être très bon dans les faits une fois sur la table, mais disons qu'il a du mal à se démarquer de ce que l'on connaît un petit peu dans ce registre, même si c'est vrai qu'en termes de qualité de production, ça a l'air d'être plutôt pas mal, mais assez cher. On va aller voir tout de suite les frais de port. Je passe très vite sur les mentions honorables, vous l'aurez compris, cette semaine et pour quelques semaines à venir encore, bébé oblige. Les frais de port, la TVA sera ajoutée dans le Pellet Manager, donc attention, tenez-le-vous pour dit. Ensuite, pour les frais de port à part entière, c'est 26$ pour la France, assez cher. 46$ pour la Suisse, encore plus cher. Pour le Canada, on en revient toujours à ce fameux plus de 400 backers, alors telle somme, moins de 400 backers, alors telle somme qui pique les fesses. Voilà, c'est assez bizarre. Pourquoi seulement le Canada et de temps en temps l'Australie, comme c'est le cas ici aussi d'ailleurs? Allez savoir. Et pour nous, juste par curiosité, on serait dans la zone avec une seule étoile, mais où est-ce qu'il y a une seule? Ah, c'est derrière, ça doit être ici. Far East, 34$ de frais de port, ça pique un petit peu. Voilà pour Nexus, qui vraisemblablement devrait pouvoir s'enrichir aussi à terme de nombreuses extensions, puisque c'est un combat system, donc c'est un jeu qui a certainement pour mission de s'enrichir en fonction du succès de la première campagne. Pour l'instant, en tout cas, c'est financé, vous le voyez, avec 30 000$ et 260 backers. Ceci dit, ils avaient fixé un seuil de financement absolument ridicule à 1000$. Autant vous dire qu'ils n'auraient jamais pu financer avec vraiment 1000$ en poche. Mais bon, en tout cas, c'est financé pour l'instant. Est-ce qu'ils allumeront? On verra bien. Pour l'instant, c'est financé.
Et après 5 heures de pause, enfin pas de vraie pause, puisqu'en fait on s'est essentiellement occupé du bébé, hein, on vient de faire le bain là, j'avoue que les premiers jours c'est pas évident. Mais bon, c'est pas grave, on passe maintenant donc au gros projet de la semaine, il est 23 heures. Bon, on va essayer de terminer ça avant minuit. On continue donc avec Burn Cycle qui nous rejoint sur GameFirm avec 3 nouvelles extensions d'un seul coup, alors même que le jeu vient à peine de parvenir au backer il y a de ça quoi, 1 mois ou 2 mois environ, et ils sont déjà de retour pour encore plus de contenu sur le même jeu. Bon, Burn Cycle, vous connaissez certainement, hein, c'est Cheap Theory Games, c'est leur 5e jeu je crois environ, et c'est supposément un des plus accessibles de leur catalogue. Et donc ils nous reviennent avec 3 nouvelles extensions pour ce jeu un peu, disons, néo-futuriste, dans lequel vous allez incarner des robots qui cherchent à se défendre face aux humains qu'ils ont eux-mêmes recréés après leur propre extinction, alors que les humains cherchent à reprendre le pouvoir et à donc détruire les robots qui les ont pourtant ramenés à la vie, disons. Et donc, ces 3 nouvelles extensions, elles sont intitulées, alors Ebwall, on a ici Ebwall donc, ensuite The Renegades, et puis on en a une 3e, mais je me suis un peu paumé dans la campagne. Alors Ebwall, Robophobia, c'est ça, Robophobia et Renegades. Donc 3 extensions qui vont elles-mêmes venir s'enrichir au fur et à mesure que l'on débloque de nouveaux stretch goals dans la campagne, bien évidemment. On va aller voir directement les rewards, donc les niveaux de pledge. Alors vous pouvez, si vous avez déjà manqué la première campagne, il y a de ça donc 1 an et demi, 2 ans, eh bien faire l'acquisition du all-in, en tout cas en termes de gameplay, pour 220$, donc le jeu de base que vous voyez en arrière-plan ici, ainsi que les extensions de la première campagne et celle de la deuxième campagne qui est actuellement en cours. Donc vous pouvez, si vous avez déjà l'essentiel de la première campagne, vous contenter du bundle que vous voyez ici pour les 3 nouvelles extensions que je viens de mentionner, à savoir donc Renegades, Ebwall et Robophobia. Vous pouvez aussi aller cliquer sur chacune d'entre elles pour en apprendre un tout petit peu plus sur les dites factions. À noter, bon c'est un petit truc qui n'a pas une grande importance, mais c'est un petit geste que l'on peut souligner. Le personnage que vous voyez ici, qui intègre cet écran que l'on voit sur un robot, en fait c'est un hommage à une membre d'une communauté ludiste outre-Atlantique aux États-Unis qui est décédée d'une tumeur cérébrale, si je me souviens bien, et son mari avait fait plusieurs messages pour, pour évoquer notamment sa peine, la passion de sa femme pour les jeux, etc. Et donc plusieurs éditeurs se sont mis en fait en tête de lui rendre hommage à travers ce genre d'apparition dans certains jeux. Et donc c'est le cas ici avec ce petit personnage. Pas d'importance en termes de gameplay bien évidemment, mais c'est un petit truc qu'on peut souligner. C'est une jolie attention, disons. Ensuite, on avait aussi donc Ebwall Corporation que vous voyez ici, qui vient apporter un petit peu plus de profondeur de jeu encore une fois, peut-être quelques nouveaux personnages également, avec une nouvelle carte de menace, des nouvelles cartes de mission également, de nouvelles cartes de capitaine, etc., etc. Donc encore plus de la même chose, et quand on voit les retours sur Burn Cycle, on se dit que c'est plutôt une bonne chose. Et enfin Robophobia qui là encore va venir s'enrichir au fur et à mesure de la campagne via les stretch goals. C'est pour ça que pour l'instant quand vous cliquez sur chacune des 3 campagnes, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent pour l'instant, mais ça va certainement venir à terme. Ensuite, donc ça c'était pour 45$ pour les 3 extensions. Ensuite, si vous voulez uniquement vous contenter du jeu de base, parce que vous avez manqué la première campagne par exemple, c'est possible, à 150 boules quand même. Ensuite, là c'est pour le retail, donc c'est pour les boutiques. Et là c'est quoi déjà? Burn Cycle Base Game and New Gameplay Bundle. D'accord, donc c'est le jeu de base plus les 3 nouvelles extensions, mais pas les extensions qui étaient contenues, j'ai l'impression, dans la première campagne. Là, on a un all-in avec la totalité de ce qui a été sorti précédemment, ainsi que les 3 nouvelles extensions pour 460€, 460$, mais ça revient plus ou moins au même actuellement. Ça fait quand même très très mal, sachant que là, c'est quand même le all-in avec les miniatures en... Ah, j'ai perdu le mot. Il est tard, je suis fatigué. Je peux utiliser cette excuse encore plus fréquemment que d'habitude. Elle sera encore plus crédible. Donc en brass, c'était du cuivre, si je me souviens bien. Donc des miniatures en cuivre, Xavier les a mentionné parce que Xavier a joué déjà au jeu en solo. J'ai pas encore eu la chance de le tester, mais j'ai hâte de le faire. Vous avez un petit aperçu ici justement de ces fameuses figurines en cuivre, si je me souviens bien. Donc plutôt très très classe quand même, mais évidemment ça coûte très très cher, 75$ pour les figurines, et on a quand même pas non plus un millier comme vous pouvez le voir. Mais le matériau utilisé est quand même assez classe. Ensuite, c'est le fameux Pledge Strategist que Cheap Theory Games propose à chaque fois en très peu d'exemplaires. Hein. C'est le fameux Pledge qui vous permet pour 650$ de mettre la main sur tous les prochains jeux de l'éditeur,
sans avoir à baquer. Vous aurez le jeu de base uniquement, pas les extensions, mais qui vous parviendra entre guillemets gratuitement si vous réussissez à atteindre ce pledge. Mais il y en a toujours en général 10 par campagne et ils partent en général en l'espace de 2 secondes et demie. Donc très peu de chances de mettre la main dessus. Les stretch goals, on passera dessus bien évidemment lorsque le jeu entrera dans sa dernière dizaine de jours avant la fin de la campagne. Et en fait le shipping avec la taxe sur la valeur ajoutée, qu'en est-il déjà? La taxe sera ajoutée, j'imagine, dans le Pledge Manager, c'est pas précisé, mais à 19% bien évidemment. Ok, et pour ce qui est du shipping en lui-même, donc des frais de port en lui-même, l'Europe est à 25$, ce qui est quand même plutôt abordable. C'est vrai que Chip Theory Games est connu aussi pour ses frais de port relativement user-friendly, comme on pourrait dire, relativement accessibles à peu près où qu'on se trouve sur la planète, sauf peut-être parfois chez nous en Asie. Xavier a viré un petit peu au vert quand il a vu les frais de port malheureusement pour cette nouvelle campagne, lui qui aimerait bien évidemment mettre la main sur la totalité des nouveautés. 35 pour la Suisse, pour nos amis des hauts plateaux, 35 également pour les Canadiens. Et ma foi, c'est à peu près tout pour ces 3 nouvelles extensions de Burn Cycle. On peut quand même se demander si c'est pas un petit peu trop tôt. Le jeu de base, qui est quand même assez riche d'entrée de jeu, plus les extensions de la première campagne, vient à peine d'arriver au backer il y a un mois et demi. Je doute que les gens aient pu avoir le temps de faire le tour de ce que proposait Burn Cycle jusqu'à présent. Et déjà 3 nouvelles extensions. C'est un petit peu rapide, mais bon, ça marche quand même relativement bien. Vous le voyez, 2530 backers à l'heure où j'enregistre ces quelques lignes. Pour 6 jours avant la fin de la campagne, 285 000$. On peut quand même parler de semi-déception à mon avis. Alors, entre temps, depuis 5-6 heures, j'ai pas rechargé la page, donc on va le faire rapidement histoire de, par acquis de conscience, mais je crois que ça s'était mis à jour tout seul. Après, oui, c'est le cas. Donc, c'est pas un si beau succès que ça si l'on compare avec les résultats habituels de Chip Theory Games. On continue avec Silver Coin Age of Monster Hunters, un joli petit jeu qui propose différents modes de jeu, que ce soit en solo, en coop, en compétitif. On est dans un univers très orienté epic fantasy, voire même plutôt dark fantasy. Pour l'instant, il a recueilli près de 100 000€ de financement, donc le jeu est largement financé. 20 000 contributeurs, pas du tout, c'était sur le 29, j'ai fait une fixette, mais en fait c'est donc bien 1030 contributeurs si j'arrondis un petit peu à ce jour, et il reste 19 jours avant la fin de la campagne. Je le disais tout à l'heure, on peut y jouer en solo comme en coop comme en compétitif, mais je n'ai pas mentionné le nombre de joueurs autour de la table. Ça se joue de 1 à 5 joueurs pour des joueurs de 14 ans et plus, et il faudra compter environ 1 heure par personne autour de la table, enfin par joueur autour de la table tout du moins. Et vous le voyez déjà ici, le jeu sera disponible en français, c'est la fête pour tous les francophones. Alors Silvercoin, pour le peu que j'ai pu en voir, ça me semble un petit peu se rapprocher de la campagne qu'on avait pu voir il y a déjà 1 an et demi, peut-être même 2 ans déjà, sur The Witcher à l'époque, qui était une belle campagne. Le jeu avait l'air d'être très intéressant au final, malgré la licence. Je suis pas très fan en général de licences de jeux vidéo avec des portages faits vers les jeux de société, mais celui-ci avait l'air plutôt sympa, même s'il n'y avait pas certains personnages emblématiques de la série. Et Silvercoin a l'air de s'embrigader un petit peu, je dis un peu n'importe quoi, c'est la fatigue, je vais l'utiliser à chaque fois cette excuse, vers le même chemin en fait, il prend un petit peu les mêmes chemins que The Witcher en termes de gameplay, avec là encore une fois les mêmes types de modes de jeu, en solo, en compète, en coop, et avec un univers assez riche qui va certainement venir s'enrichir aussi avec les stretch goals bien entendu. Vous allez donc y choisir bien évidemment votre personnage de départ ainsi que le lieu où vous allez démarrer. Pour cela, il vous faudra quand même enchérir, et c'est aussi un des points intéressants, c'est qu'en fait le jeu commence même avant que le jeu ne commence lui-même. C'est profond, c'est Inception. On va commencer par une sorte d'enchère, si on veut, pour pouvoir choisir non seulement notre personnage, mais également le lieu de départ, mais également les ressources de départ. Donc c'est assez important, cette première phase de jeu qui est finalement assez atypique, puisque en fait vous n'êtes pas encore rentré dans le jeu en termes de jeu de rôle, RPG, aventure, etc., que vous avez déjà joué un autre petit jeu d'enchères. C'est assez intéressant, c'est assez amusant à voir comment ça se déroule. Peut-être qu'après quelques parties, certaines personnes n'étant pas très fan de ce genre de mécanisme, choisiront par elles-mêmes où elles seront avec quel personnage et quelles ressources, etc. Faut voir comment c'est implémenté en fait dans le jeu, tout simplement.
Ensuite, vous allez donc voyager à travers un gigantesque open world, donc un monde ouvert. C'est un peu un jeu en bac à sable, vous faites un petit peu ce que vous voulez. C'est là aussi que ça peut se rapprocher un petit peu de The Witcher d'ailleurs. Vous devrez faire face à différentes conditions qui viendront modifier le cours de votre partie, telles que la météo, ça peut rappeler également le jeu dont j'ai encore perdu le nom, Malia, voilà Malia, le dernier jeu de la boîte de jeu justement, les saisons, les journées et également un cycle de jour et de nuit qui peut impacter également vos différentes rencontres, le déroulement de vos aventures. Vous pourrez bien évidemment upgrader votre personnage en fonction de son expérience, des combats qu'il aura remportés, etc. Ensuite, vous pourrez faire face à plus de 30 monstres uniques qui, pour chacun d'entre eux, vous permettra d'aller bien remporter certaines, certaines récompenses, certaines ressources supplémentaires, vous permettant parfois d'ailleurs d'aller acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles ressources pour ensuite pouvoir upgrader certaines armes ou certaines compétences de votre personnage, et ainsi de suite. En bref, pour faire un petit résumé, c'est écrit ici, vous aurez du tableau building, du draft, de l'enchère, du dice drafting, de la gestion de main et puis également de la sélection d'actions. Donc pas mal de mécanismes qui viennent s'entremêler les uns aux autres et ça a l'air d'être plutôt intéressant de ce point de vue-là. Ensuite, le petit Why Back Now, parce que d'abord, il y aura du contenu exclusif à la campagne Kickstarter, parce qu'il y aura des add-ons Kickstarter également, qui seront pour certains exclusifs à Kickstarter, qui ne seront pas ensuite vendus dans le commerce. Ensuite, parce que tout simplement, c'est le premier projet de Bonafide. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, ça nous vient de Slovénie, si je me souviens bien. Donc, bon, j'ai pas fait Slovène LV2. Mais bon, c'est leur premier projet. C'est un projet assez riche, assez ambitieux pour un premier projet d'ailleurs. Ensuite, parce que le prix Kickstarter sera bien plus intéressant qu'en commerce, théoriquement en tout cas. Ensuite, parce que vous pourrez participer via les stretch goals à l'enrichissement du jeu. Et puis aussi parce qu'il y aura potentiellement des extensions à l'avenir, voire peut-être, allez savoir, durant la campagne qui seront révélées. Le contenu et le prix de la boîte de base, vous voyez ici avec le What's in the Box. 85 € pour le prix d'entrée. C'est pas spécialement exagéré quand on voit un petit peu le contenu avec cette très jolie carte très riche avec beaucoup d'emplacements. Ensuite, on a 5 miniatures, c'est assez peu, c'est vrai. Du coup, 85 €, on va peut-être relativiser en disant que c'est quand même pas non plus donné, même si ça reste pour un jeu de ce type et de cette richesse relativement normal. Le livret de règles, le livret de scénario, parce que vous aurez différents embranchements et les actions que vous aurez à cœur de choisir impacteront votre évolution durant la campagne et durant les scénarios qui s'offrent à vous également. Les plateaux de joueurs individuels, et ensuite on va enchaîner tout un tas de cartes avec des personnages, notamment ici les 5 personnages que vous pourrez incarner, comme le Chronomancer par exemple, le Natural Chaos, le Seeker, le Mercenaire, le Shapeshifter, donc une personne qui est en capacité de se transformer en divers animaux, etc. L'ADA est plutôt réussi, c'est plutôt classe, sans être extraordinairement original, au moins ça fait le job, et c'est plutôt épuré, plutôt sobre, mais élégant. Ensuite, vous aurez notamment des cartes de monstres qui ont plutôt de la gueule également, avec bien évidemment des monstres de différents niveaux, puisque votre personnage sera amené à progresser, donc évidemment les monstres en face seront de plus en plus balèzes aussi, ça paraît assez logique. Bref, on passe un petit peu sur tout ce que vous pouvez voir ici, il y aura des pièces, etc. Certainement des upgrades en métal, je ne sais pas si elles sont en métal ici présentement, ou si c'est une version de carton, mais il y aura certainement, si je me souviens bien, une upgrade métal pour les pièces également. Alors les pledges, nous y voilà, 85 pour ce que l'on vient de voir à l'instant, vous avez déjà vu le contenu de ce pledge de base. Ensuite la Deluxe Collectors All-In, là on va taper un peu plus cher, mais ça reste à peu près dans les normes de ce type de jeu, 145 € avec donc les pièces de métal, le petit sachet pour aller les contenir justement, et puis une première extension intitulée Trinity que vous apercevez derrière, ainsi qu'un tapis de dés apparemment. Ouais. Peut-être que c'est un néoprène d'ailleurs le plateau derrière, allez savoir, on va aller voir, oui c'est ça, Deluxe Playmat, donc il y aura un néoprène en plus pour remplacer le plateau, donc ça fait quand même pas mal d'ajouts en termes de matos, ne serait-ce qu'en termes de matos, en plus de l'extension, qui peuvent justifier ne serait-ce qu'en eux-mêmes le prix, l'ajout du prix, puisque le tapis de néoprène plus les pièces de métal ça fait déjà un énorme ajout, plus le tapis de dés, plus l'extension, je pense que la différence entre les 85 et les 145 est relativement justifiée. Voilà un petit peu le contenu avec l'extension Trinity, le playmat, le sac on va dire, plus les pièces en métal, elles seront au nombre de 40 quand même, et puis le tapis de dés également. Ensuite le Early Bird, bon c'est trop tard, votre nom aurait pu rejoindre l'intérieur de la boîte, c'est un petit clin d'œil, c'est sympa, ça sert pas à grand chose, et je vais tousser. Voilà, il était temps. Donc 48 heures c'est déjà fini de toute façon, donc on va pas passer trop de temps, on va pas s'apesantir là-dessus.
J'en ai encore un petit peu au fond de la gorge, excusez-moi. Hein. Petite pause boisson. Voilà, c'est mieux. Alors, continuons. Il n'y a pas grand chose à dire après. Les stretch goals, on passera plutôt dans le suivi du menu crowdfunding lorsque le temps sera venu. Le gameplay, on va pas préciser non plus trop en détail parce que, encore une fois, aujourd'hui j'essaie de faire relativement court. Mais donc, cette fameuse phase d'enchère pour aller choisir votre personnage ainsi qu'ensuite le lieu de départ de votre personnage et ses ressources également. Donc, c'est assez intéressant de commencer par ce genre de mécanisme. C'est assez rarement vu, je crois. Mais c'est sympa. Ensuite, une phase de préparation avec notamment du draft. Donc, ça, c'est toujours assez sympa. Je suis assez amateur du draft. Ensuite, une phase de sélection d'actions selon les différentes actions que vous pourrez mettre en pratique avec votre personnage. S'en suivra bien évidemment une phase de déplacement sur la carte avec de l'exploration, des actions en fonction de certaines rencontres, etc. Et ça a l'air d'être assez sympa de ce point de vue-là, ça a l'air d'être assez riche. Et encore une fois, je me répète, ça a l'air d'être relativement proche de ce que pouvait proposer peut-être The Witcher, mais sans la licence à gros frais. Et du coup, peut-être aussi une plus grande liberté dans l'approche thématique de leur jeu. Ensuite, le scoring de fin de partie, on s'en fout un petit peu. Le solo et le coop qui est disponible, notamment avec donc, ces scénarios, vous dites ça comme vous voulez, hein, avec plus de 10 scénarios différents pour le jeu de base uniquement. Hein. Il y en aura peut-être encore plus via les stretch goals, j'imagine. Chacun d'entre eux offrant une expérience de gameplay un petit peu différente, avec certainement des règles qui vont venir s'ajouter en fonction des différents scénarios que vous explorez. Les personnages ensuite avec le Shapeshifter qu'on a déjà mentionné tout à l'heure, qui peut se transformer en diverses entités, différents animaux par exemple, et qui donc va certainement adopter différentes capacités en fonction. Ensuite le Natural Chaos qui va être un magicien hors pair du chaos bien évidemment, qui pourra utiliser des portaux, des portails, des portos, des portos, qu'est-ce qu'il faut pas dire quand même des fois. Ensuite, la fameuse mercenaire qu'on a mentionnée tout à l'heure aussi, qui est plutôt une adepte du combat à proximité, à corps à corps, on va dire. Ensuite, le Chronomancer, qui celui-là il a l'air d'être assez intéressant parce que, bon, qui dit Chronomancer dit Mancer, donc le magicien, et le chrono, donc le temps. Donc peut-être quelqu'un qui va être en capacité de manipuler le cours du temps, le futur et le passé, les deux, donc qui sera pas capable de les plier un peu l'espace-temps pour reformater, dirons-nous, un peu le présent. Ça va être le personnage le plus intéressant pour l'instant à mes yeux. Et enfin, le Seeker, qui est une sorte de chasseur, de scout, comme on dirait souvent dans les jeux de ce type-là, qui est excellent pour aller trouver des pistes, son chemin plus facilement, se déplacer plus efficacement, dirons-nous. Voilà, on va passer directement du coup au frais de port sans plus tarder. Sachez également quand même que vous pouvez d'ores et déjà tester le jeu sur Tabletopia, avec le livret de règles disponible également, mais pour l'instant seulement en anglais, j'en ai peur. Pas sur TTS, mais beaucoup sur Tabletopia apparemment, pour le compétitif, pour le coop, pour le solo, essentiellement sur Tabletopia, il n'y a peut-être pas de module sur TTS. Ensuite, le shipping, le voici. Alors le shipping avec la France ici, 18, 21... 21, ça dépend de la devise, d'accord. 21 pour les euros, d'accord. 21 euros pour le pledge de base, 31 euros pour le pledge all-in. Bon, ça reste relativement normal pour le contenu qu'on a pu voir. Pour le reste de l'Union Européenne, ce sera 23 ou 33 euros. Pour nos amis suisses, 35 ou 44. Et pour nos amis canadiens, 28 à 38 dollars de frais de port. Pour ce qui est de la TVA, elle sera ajoutée dans le Pledge Manager, donc ce sera donc environ 19% à ajouter en plus. Donc bon, soyez au courant, attention, ne vous faites pas prendre par hasard par la TVA qui tue tout dans le Pledge Manager en rajoutant du coup, si vous prenez le all-in, certainement une trentaine d'euros. Hein, donc sachez-le à l'avance, le Pledge Manager ne sera pas forcément très amical. 1030 contributeurs à l'heure actuelle, à 19 jours de la fin de la campagne, 100 000 euros d'engrangés. J'avoue que j'en attendais un petit peu plus de Silvercoin en termes de résultats. Je pense que ça ajoute pas mal de potentiel, si tant est qu'on soit amateur de ce genre de jeu d'aventure d'exploration. C'est pas forcément mon type de jeu, mais je serais très curieux de l'essayer et il a l'air d'être plutôt très très bien réalisé pour un premier projet, on peut le souligner. On enchaîne avec Star Realms. Star Realms, bien sûr, c'est une mécanique de précision, bien sûr que ça allait marcher. Hein, c'est un jeu bien connu pour tous les adeptes du deck building. C'est un peu un des 3, 4, 5 incontournables du genre. Et du coup, ils nous reviennent cette fois-ci sur Kickstarter avec Rise of Empire, le projet Legacy de Star Realms.
plusieurs jeux de deck building ont eu droit à leur mouture donc en format Legacy. C'est désormais le cas avec Star Realms qui vient rejoindre par exemple le Clank dans la matière. Hein. Même si Clank c'est un petit peu particulier, parce qu'il y a aussi un plateau, c'est pas uniquement du deck building. Et donc Star Realms Rise of Empire, donc le projet Legacy avec une campagne de 13 parties. Donc ça fait, bon, j'imagine, entre 15 et 20 heures peut-être de partie, j'imagine, avec 3 nouvelles factions aussi qui viennent rejoindre le jeu pour encore plus de rejouabilité, pour encore plus de découverte dans l'univers de Star Realms. Vous pourrez y aller bien entendu en étant débutant, mais même si vous ne l'êtes pas, même si vous connaissez le jeu de fond en comble, eh bien vous aurez encore 3 nouvelles factions à découvrir et c'est quand même un intérêt supplémentaire pour le jeu. Donc 4000 contributeurs disais-je pour l'instant, donc c'est plutôt très très bon. 315 000 euros. En même temps, avant de continuer, je le dis tout de suite, 4000 contributeurs, c'est pas énormissime quand on prend en compte la popularité de Star Realms, mais d'un autre côté, tout le monde sait, hein, soyons honnêtes, que ce jeu va arriver en boutique quoi qu'il arrive. Y aura-t-il des exclusivités? Y aura-t-il un intérêt particulier à backer durant la campagne? C'est un petit peu là la question, parce qu'en réalité, le jeu arrivera bel et bien en boutique. Quoi qu'il en soit, il reste encore 19 jours, donc vous avez largement le temps de vous pencher sur son sujet. Alors donc, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs avec 12 scénarios de Legacy donc en campagne et c'est complètement compatible avec votre set de Star Realms que vous possédez déjà. Ensuite, vous pourrez également bénéficier d'un replay kit donc qui vous permettra de remettre un petit peu le jeu à zéro après la fin de votre campagne par exemple. Vous aurez également un 13e scénario qui sera lui une exclusivité à la campagne Kickstarter. Je parlais tout à l'heure justement des exclusivités qui pourraient aller justifier la contribution au projet sur Kickstarter plutôt que de l'attente en boutique. Bah justement, vous aurez un 13e scénario sur Kickstarter, exclusivement sur Kickstarter, qui ne sera pas disponible autrement. Et puis vous aurez également des stretch goals avec des cartes promo supplémentaires. Les stretch goals justement on passe, puisque de toute façon on en parlera dans le suivi du menu crowdfunding quand l'heure sera venue. Ensuite, est-ce qu'on peut aller voir autre chose que les add-ons? Parce que les add-ons on s'en fout un petit peu, on va essayer de passer directement au niveau de pledge. Sachez que vous aurez ici votre plateau de jeu en fait tout simplement, avec les explorers, avec le trade deck, avec le scrap heap pour les connaisseurs du jeu. J'ai fait une seule partie moi personnellement de Star Realms il y a assez longtemps, mais si vous suivez la chaîne depuis assez longtemps justement, vous saurez que je suis pas un grand amateur de deck building pour le deck building. Si ça fait partie de différents mécanismes et que c'est un seul mécanisme parmi tant d'autres dans un jeu, j'ai rien contre, ça peut être très fun, mais quand c'est uniquement du deck building, j'ai un peu de mal à m'y intéresser, c'est un petit peu trop abstrait je trouve. Même si parfois c'est abstrait mais avec des actions qui elles sont thématiques certes, mais je suis pas fan en général. Alors, est-ce que ce sont ici les nouvelles factions d'ailleurs? Ici on a le trade, on a la Star Empire, j'ai l'impression que ça c'est pas des nouvelles ça. Ouais, si, les 3 nouvelles factions sont ici, d'accord. Le consortium, le royaume et les scavengers, c'est les rapaces en gros quoi, qui viennent récupérer les pièces perdues des vaisseaux détruits quoi en gros. Hein. Donc ce sont les 3 nouvelles factions que vous pourrez utiliser dans vos parties de Legacy, donc de Rise of Empire, avec une petite descriptive donc bien sûr des 3 en question, avec par exemple ici le consortium, avec quelques exemples de bases et de navires, enfin de vaisseaux spatiaux que vous pourrez utiliser avec leur prix, etc., leurs effets. Ensuite le Kingdom, même chose donc pour le royaume avec quelques exemples de cartes qui seront disponibles ainsi que pour les Scavengers, donc la dernière des 3 factions, des 3 nouvelles factions. Ici vous avez ensuite le scénario PAX numéro 2 par exemple, hein, donc un exemple de pack que vous devrez ouvrir après avoir accompli certaines missions, avec des cartes de scénario qui vous permettront d'évoluer à travers justement cette aventure sur 13 scénarios. On va essayer d'aller passer directement au niveau de pledge. Mais d'abord, c'est vrai, le Infinite Replay Kit, donc pour pouvoir faire un reset de votre jeu, pour pouvoir y rejouer encore une fois, comme si vous n'y aviez jamais joué, mais en ayant de bien meilleurs résultats, parce que normalement, vous aurez appris de votre première expérience. Mais bon, c'est sympa quand même d'avoir des... Comment dirais-je je perds mes mots, encore une fois, l'heure commence à se faire tardive, mais tout ce qui est projet, du coup, en Legacy... Avoir des replay kits, c'est quand même sympa de pouvoir mettre un reset, mais pour moi quand même ça fait partie de l'expérience de justement se dire que je pourrais plus jamais y jouer de la même manière, voire même plus du tout. Ça fait partie de l'expérience Legacy et du coup je trouve qu'avoir un reset
l'idée est bonne et je pense que ça fera bien des heureux, mais moi c'est pas mon truc à la limite. Alors donc les niveaux de pledge, je les ai pas vus dans la page, donc on va passer directement ici. Vous avez un pledge à 59$, le Legacy Tier, pour avoir donc tout simplement Star Realms avec donc Rise of Empire, donc l'extension de deck building pour l'aspect Legacy disons, avec le fameux 13e scénario. Ensuite, à 79$, le Infinite Replay Tier pour avoir la même chose, plus le fameux Replay Kit qui vous permettra de rejouer la campagne une nouvelle fois. Et enfin, 299$, ça c'est pour du retail, donc c'est pour les boutiques, pour avoir 6 copies. Je ne sais pas si vous pouvez faire des pledges groupés un petit peu équivalentes à du retail, je pense qu'il faut un numéro de boutique pour y accéder, malheureusement. Pour les frais de port, 19 à 39$ pour l'Union Européenne. Est-ce que ça dépend du pays ou est-ce qu'ils font juste une petite fourchette en se disant la situation du fret est un petit peu chaotique en ce moment, on va faire une fourchette un petit peu large. À voir. Pour la Suisse, 39 à 59, pour le Canada, 25 à 35, et juste par curiosité, pour nous qui sommes dans le Rest of Asia, 25-45, j'imagine que ça dépend aussi du niveau de pledge choisi. Voilà pour Star Realms avec cette nouvelle extension, si l'on peut dire, qui vous permet de faire une campagne sur 13 scénarios. Il s'agit donc de Rise of Empire avec 4000 contributeurs pour l'instant, 316 000€ d'engrangés. Et on termine cette semaine par le coup de cœur de la semaine. Et oui, il s'agit de Moonrakers avec cette nouvelle campagne Titan qui, là encore, c'est la 3e ou la 4e de la journée. C'est une campagne focalisée sur des extensions puisque Moonrakers est en fait le premier jeu de Ivy Studios, que vous connaissez certainement désormais. Ils en sont déjà à 3-4 jeux, leur premier étant Moonrakers, ensuite ils nous ont pondu Veiled Fate, puis ils ont fait un détour du côté de chez GameFound pour leur plus récent jeu. C'était quoi déjà J'ai perdu le titre, mais on l'avait traité sur le menu crowdfunding il y a quelques mois, et il est disponible de toute façon dans la campagne de Moonrakers, donc on va aller voir ça tout de suite ensemble. Moonrakers était donc leur premier jeu, c'était un jeu de deck building, mais assez particulier, avec de la négociation, avec des ententes, des alliances, des trahisons. Ça avait fait un très beau résultat. Ivy Studios est également connu, au-delà d'être un très jeune studio, pour la qualité de sa production, de sa direction artistique. Le matos est généralement assez fou, et d'entrée de jeu pour un premier projet, ils avaient fait 6360 contributeurs, puis 8348 pour Veiled Fate, que vous voyez un petit peu derrière moi, que j'adore personnellement, hein. Ça fait partie des très 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 rares jeux à identité secrète que j'apprécie particulièrement. Puis ensuite, du côté de GameFound, ils avaient produit un autre jeu qu'on va voir un petit peu plus tard, mais que j'ai oublié, enfin dont j'ai oublié le nom, et que je n'ai pas backé. Et donc ils nous reviennent avec Moonrakers Titan, donc pour 3 nouvelles extensions, et également un mode solo et coop qui vous permettra d'y jouer donc avec comment dirais-je, les points faibles habituels de ce jeu. En fait, Moonrakers est théoriquement, parce que je n'ai pas encore essayé, un excellent jeu à 3 ou 4 joueurs, mais était un petit peu moyen, voire même carrément bof, à 2 joueurs, et il n'avait pas de mode solo. Désormais, ce sera le cas avec un mode solo ou coop digital, donc il vous faudra une tablette, un PC ou un smartphone par exemple, pour pouvoir y jouer en solo en mode campagne, on va dire. Ce n'est pas un legacy, il n'y a pas d'ajout de matériel, mais c'est une vraie campagne. Et en plus de ça, les 3 extensions que vous voyez ici qui pourront intégrer une big box, donc on aura une grosse boîte pouvant contenir la totalité du jeu et des extensions. Vous le voyez ici avec le drapeau français, le jeu est désormais disponible en français également, comme c'était déjà le cas de toute façon pour Veiled Fate par exemple. Moonrakers est un jeu pour 1 à 5 joueurs, pour 60 à 120 minutes la partie, pour 14 ans et plus, et c'est essentiellement un jeu de shipbuilding, donc de deck building, mais en fait dans l'espace avec des vaisseaux, avec des alliances temporaires, et également de la négociation, et qui dit négociation et alliance dit aussi bien sûr trahison, bien évidemment. Le jeu a reçu l'accolade de nombreux vidéastes, mais également de nombreux prix internationaux sur le jeu de société. Il a l'air d'être assez novateur, il faut bien le dire. Il a l'air d'être assez inégal en termes de plaisir de jeu, sur le jeu d'origine en tout cas, d'après certains retours que j'ai pu lire et entendre, mais tous s'accordent à dire, en même temps, certains d'entre eux sont payés, hein, soyons tout à fait honnêtes, pour dire que les 3 extensions viennent gommer l'essentiel des petits défauts qui restaient au jeu d'origine. Alors donc, on aura 3 extensions, la première sera intitulée Binding Ties, la deuxième Overload et la troisième Nomad. On va voir un petit peu plus en détail par la suite ce qu'elles apportent chacune. Ensuite, vous aurez donc cette fameuse
c'est pas une extension, mais ce mode de jeu solo ou coopératif qui sera en format digital, donc PC, tablette ou quoi qu'est-ce, et qui sera totalement gratuite. Alors, en tout cas, c'est présenté comme étant gratuit. Pour être tout à fait honnête, évidemment que c'est pas totalement gratuit. L'application, par exemple, sera téléchargeable gratuitement, utilisable gratuitement, mais bien sûr qu'on paye en partie quand même via le pledge une partie de son développement et de sa mise en ligne et de comment dirais-je, sa mise à jour régulière, j'imagine. Donc c'est pas tout à fait gratuit, mais c'est en tout cas libre d'accès, disons. Ensuite, vous aurez aussi un pack de cartes holographiques qui vont venir enrichir le jeu, et c'est toujours un petit plus qui sert bien évidemment à rien en termes de gameplay, mais c'est beau, voilà, voilà, ça fait parler à la poudre, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ça vend du rêve, hein. C'est une petite bouteille de rosé avec 3 petites olives là comme ça, c'est le petit apéro avant le barbecue, voilà. Ensuite, Endless and Add-ons, donc des micro-extensions également. Et puis la fameuse Titan Box qui pourra contenir l'essentiel, enfin même pas mais l'essentiel, la totalité du contenu sorti jusqu'à présent, donc le jeu d'origine, ainsi que les 3 extensions. Alors, entrons un petit peu plus en avant dans la campagne, avec ici un petit aperçu sur les cartes holographiques, c'est quand même très très classe. Et on ajoutera une nouvelle carte à effet holographique pour chaque 25 000 $ à partir des 100 000. Donc on en est déjà à un certain nombre, vous vous en doutez, puisque je ne l'ai pas encore dit d'ailleurs, mais actuellement on est à 1 311 000 $ d'engrangés, donc c'est quand même un énorme succès. À chaque fois que Ivy Studios fait une campagne, ils dépassent les scores de leur campagne précédente, ce qui est plutôt très très bon signe. Et ce n'est apparemment pas uniquement parce que le matos est fou, les jeux sont également très bons. Alors disais-je, on avait ici les cartes holographiques, ensuite les Social Stress Balls, on s'en fout pour l'instant. Le Why Play Moonrakers, on en a déjà parlé un petit peu en termes de gameplay avec la négociation, le deck building, les trahisons, etc. La qualité des composants, bien évidemment. Ensuite, justement, je le souligne, ce petit twist du deck building avec des alliances, de la négociation, quelque chose qu'on ne voit pas forcément très très souvent dans les deck building. La fameuse boîte qui pourra contenir, vous le voyez, largement plus que ce qu'il y a actuellement. Il semblerait que Ivy Studios n'en ait pas fini avec Moonrakers, on aura certainement d'autres extensions à l'avenir, et donc il reste encore largement de la place pour en ajouter encore plus. Ensuite, continuons. Alors là, ouais, leur Premium is our standard, donc ouais, le Premium, c'est un peu notre standard, c'est un peu notre façon de faire. En gros, leur matos est de base excellent. Il y aura des versions deluxifiées avec par exemple les miniatures ici de vaisseaux qui seront en métal par exemple, ou même toutes les ressources en métal d'ailleurs si vous le souhaitez. Ça coûtera encore plus une blinde bien évidemment, mais oui, le premium chez Ivy Studio, ça compte. Les pièces de métal aussi d'ailleurs. Alors, Binding Ties, on rentre un petit peu dans le dur des 3 extensions. Binding Ties, c'est justement la première des 3 extensions. Qu'est-ce que celle-ci vient ajouter au jeu ? Eh bien, elle vient ajouter entre autres du gain de réputation en fonction des alliances que vous aurez opérées avec les autres joueurs autour de la table. À chaque fois que vous participez à l'accomplissement d'une mission par l'un des autres joueurs autour de la table que vous aurez aidé, eh bien vous gagnerez en réputation. Et au contraire, si vous ratez un contrat, eh bien vous perdrez en réputation. Et cette réputation sera elle-même importante pour la suite de la partie. Donc ça vient rajouter une dimension un peu plus intéressante encore à l'alliance ou à la trahison, puisque il semblerait qu'en fin de partie sur le jeu de base, sans les extensions, eh bien, le joueur en tête était rapidement cible de toutes les attaques adverses et plus personne ne voulait collaborer avec lui parce que bien évidemment il fallait le descendre parce qu'il était en position de force. Donc il y aura aussi un aspect diplomatique bien plus présent. Ensuite, on aura une deuxième extension intitulée Overload qui, elle, va essentiellement rajouter de ce qu'on avait déjà dans le jeu d'origine avec de nouvelles cartes, ceci dit, de nouveaux types de cartes qui viendront s'ajouter au jeu. Elles sont au nombre de 7, pas 7 exemplaires, mais 7 cartes en nombreux exemplaires avec des cartes plus puissantes notamment que ce qu'il y avait dans le jeu d'origine notamment, et puis également de nouveaux personnages pour votre équipage, des nouvelles pièces pour votre vaisseau et ainsi de suite. Et enfin, la dernière extension qui s'intitule ici Nomade, qui, elle, va vous permettre d'ajouter un plateau d'exploration, si l'on veut, avec un système solaire, un système planétaire. Et en fait, il paraît, là encore, ce n'est pas un retour sur expérience, attention, que sur le jeu de base,
on pouvait parfois aller tirer des cartes de mission qui ne correspondaient plus à notre profil après le développement de notre faction sur les 3 quarts de la partie, et donc ça devenait très compliqué parfois de résoudre certaines missions parce qu'on avait en fait trop évolué dans le jeu. Et ça vient résoudre un petit peu ce problème-là, puisque vous pourrez aller explorer différents systèmes, et sur chacun des systèmes en question, eh bien, vous aurez accès à des missions plus en rapport avec votre profil de joueur à ce moment-là de la partie, où vous pourrez aussi, bien évidemment, et chercher à équilibrer en prenant un petit peu tout, bien évidemment. Il y aura également des cartes d'events, donc d'événements, qui pourront aller impacter le cours de la partie, et ça aussi, c'est un ajout assez louable. Ensuite, continuons la Big Box. On l'a vu tout à l'heure rapidement, mais vous voyez encore largement la place. Et c'est du Game Trays, donc le rangement et l'installation vont être largement facilités. C'est toujours un luxe, ça coûte bien plus cher bien évidemment, mais c'est quand même très agréable. Et comme ils disent ici, comme je l'ai déjà mentionné un peu plus tôt, il y a de la room to grow. Autrement dit, il y a encore de la place dans la boîte pour de futures extensions potentielles. Et à la vue du succès de cette nouvelle campagne, je ne doute pas qu'on aura droit à de nouvelles extensions d'ici quelques temps. D'ailleurs, un petit comparatif entre la boîte d'origine et la Titan Edition, donc, qui comporte les 3 extensions en plus. Bon, c'est un petit peu plus gros certes, mais c'est encore une fois un bien bel objet. On continue, on va aller voir un petit peu les prix, parce que là oui, vous allez un petit peu potentiellement déchanter, ça coûte assez cher. On va pas trop passer de temps sur Moonraker's Luminor, donc Luminor c'est l'extension solo coop en digital. Alors, il vous faudra bien évidemment la version physique pour pouvoir jouer, mais il faudra aussi une application sur Steam pour pouvoir jouer en solo ou en coop. Mais ça va être assez prometteur également. Et puis aussi pour les joueurs qui n'ont pas l'habitude de pouvoir jouer souvent à plus de 2 joueurs, comme c'est notre cas avec Xavier, ça pourrait être intéressant. Ça fait partie des raisons qui m'empêchaient d'aller backer Moonrakers, parce qu'on joue très régulièrement à 2, mais assez peu à plus que ça. Donc assez peu d'opportunités de le sortir dans sa meilleure configuration, dirais-je. Alors donc, on continue avec le reste. Ah oui, c'est vrai que ce petit point est assez intéressant. Moi qui suis assez amateur de Valve Fate, on peut le mentionner. Mini extension Endless qui vient ajouter parmi les membres d'équipage que vous pouvez recruter dans votre vaisseau tous les demi-dieux qui étaient présents dans Veiled Fate. Et ça, c'est quand même particulièrement fun. Alors bien sûr, il leur appose la direction artistique de Moonrakers, donc ils sont un petit peu difficiles à reconnaître par endroits, notamment par exemple ici Apony. Mais ce sont donc les demi-dieux de Veiled Fate qui font leur entrée comme potentiels membres d'équipage. Et ça, c'est quand même très drôle. Et c'est un petit clin d'œil que j'apprécie particulièrement. Alors, continuons. Le français sera disponible, je l'ai déjà dit tout à l'heure. C'est Lucky Duck qui sera derrière au fourneau pour la version francophone de Moonrakers. Ensuite, alors les pledge levels, c'est ici. Alors, vous pouvez choisir une des 3 extensions, ça vous coûtera 35$ par extension. Donc si vous en choisissez une, c'est quand même un petit peu chéro l'extension. Si vous voulez la Platinum Edition de Moonrakers, donc c'est le jeu de base en fait, tout simplement, il vous en coûtera 65$. Ensuite, les 3 extensions, si vous voulez les 3, c'est 99€. Alors oui, c'est cher pour des extensions, mais au final, 33€ l'extension, bon, ouais, si, c'est un petit peu cher, mais le matos est là. La direction artistique est là, c'est quand même un éditeur qui marche beaucoup sur la hype, sur les composants également, donc bon, c'est un petit peu cher certes, surtout quand vous ajoutez à ça, bien entendu, les frais de port. Mais ceci dit, j'encourage vraiment pas à aller backer les 3 extensions, même si vous avez le jeu de base. Parce que en fait, pour 15$ de plus, vous avez le jeu de base et les 3 extensions, le tout dans la big box. Donc très honnêtement, même si vous avez le jeu de base, j'avoue que moi j'aurais tendance plutôt à conseiller de prendre le Pledge Titan Box en revendant potentiellement votre jeu de base d'origine. Vous en tirerez plus que la différence du prix que vous voyez ici entre 99 et 114, à mon avis. Ensuite, continuons, vous avez des add-ons un peu partout aussi, par exemple les Endless, donc les demi-dieux de Veiled Fate pour 10$, un plateau de négociation. Il paraît, là encore, toujours pas un retour sur expérience bien sûr, que la négociation, on pouvait un petit peu s'y perdre, qui avait avantagé qui avait aidé qui au cours de la partie.
Et du coup, maintenant, vous avez potentiellement en add-on un negotiation board, donc un petit plateau qui vous permet de garder trace de, de qui a aidé qui, justement de qui a collaboré avec qui, pour quelle mission, etc. Pour vous renvoyer plus facilement l'ascenseur ou pour marquer encore plus une trahison. Ensuite, The Shard, une extension, une sorte de micro-extension avec de nouveaux contrats, de nouveaux membres d'équipage, de nouvelles pièces de vaisseau et ainsi de suite. Le Holopack, donc pour les cartes holographiques à 25$, mais ce sera inclus de base de toute façon pour tous les pledges au-dessus de 99$. Ensuite, le Gold Holomoro Mada, d'accord, pour 5$. Apparemment, c'est une sorte de carte collector, j'imagine, puisqu'à elle seule, elle coûte quand même 5$. Ensuite, un set de dés supplémentaires pour 5$, ok, pourquoi pas. Des petits pins, des trucs dont on s'en fout un petit peu. Et ensuite, on a des upgrades de matos encore plus classe. Ici, par exemple, des dés de danger en hématite. Alors, j'imagine que c'est une forme de métal, je pense en tout cas. Mais attention, on vous précise que ça pourrait endommager des surfaces un petit peu tendres, un petit peu molles, disons. Donc pour 35$ supplémentaires, 4 dés en métal. Ça fait un peu cher, mais certes. 10$ de plus pour avoir un set de pièces supplémentaires. Apparemment, les personnes que j'ai pu lire ou entendre disaient qu'elles n'avaient jamais eu le problème d'être à court de pièces avec le jeu de base, donc je pense pas que ce soit une grande nécessité. Les miniatures en métal plutôt qu'en plastique, 30$. Les tokens de faction pour 15$ en métal également plutôt qu'en plastique, etc. Donc tout ça est upgradable en métal, ça coûte une blinde bien évidemment, mais quand on est fan, on est fan. Les tapis de néoprène aussi disponibles pour 20$ ou 12$ pour le Nomad Navigation Mat par exemple. Donc encore une fois, du confort supplémentaire, est-ce bien nécessaire? Non, bien évidemment, mais quand on est fan, on est fan. Et Ivy Studio est très bon pour mettre en avant son matos. Ensuite les sleeves, donc les protège-cartes aussi, vous pouvez acheter toutes les protège-cartes nécessaires pour la totalité du jeu. Et puis donc ensuite dans le Ivy Vault, les add-ons qui vous permettent d'aller choper les autres jeux de l'éditeur, à commencer par Veiled Fate, avec l'extension, enfin pas avec l'extension, mais avec les miniatures en plastique ou les miniatures en métal pour 89 ou 149$. Et donc le jeu que je mentionnais tout à l'heure, mais dont j'avais oublié le titre, c'est Mythic Mischief, donc leur précédent jeu qui lui était sorti sur GameFound. Donc 59 pour le jeu de base, plus ensuite 20 par extension avec les Ghosts, les Trolls, les Witches, et puis il n'y a pas de all-in pour Mythic Mischief, ça c'est un petit peu dommage par contre. Bon, dommage. Et puis ma foi c'est à peu près tout, on peut passer directement aux informations concernant le shipping, donc les frais de port, sachant que le jeu devrait théoriquement être livré d'ici mars 2023, donc c'est assez rapide en termes d'objectifs. Le dernier, ceci dit, était arrivé à peu près à l'heure, donc pourquoi pas. Les frais de port, donc attention, la TVA sera chargée dans le Pledge Manager, donc ça sera aussi ça de plus à ajouter. Ensuite, pour le Canada, c'est actuellement 28$ de frais de port. Ils ont fait un tableau assez particulier avec des valeurs rayées. C'est en fait le prix que ça leur coûterait véritablement les frais de port, mais ils prennent une partie sur eux. Et en fait, le prix que vous devez payer en frais de port s'affiche ici dans la colonne verte. Donc pour le Canada, 28$ de frais de port. Pour la zone Union Européenne 1, c'est 17 et 19 pour la zone européenne 2, sachant que pour la France, vous êtes dans la zone 1, comme la Belgique, comme le Liechtenstein, etc. Par contre, pour la Suisse, vous êtes dans la zone 2, donc c'est un petit peu plus cher. Et ensuite, pour nous qui sommes en Asie, 28$ de frais de port. Bon, ok, ça reste de l'ordre de l'acceptable, d'autant que nous, on n'a pas de TVA à payer en plus par-dessus. Et ma foi, c'est à peu près tout. D'ailleurs, je suis passé un petit peu trop vite dessus. Notre héros à tous, Nyx, le seul francophone à avoir pu avoir l'occasion de faire une vidéo de review sur Moonrakers pour cette nouvelle campagne. Donc je vous encourage fortement à aller la visionner. C'est une vidéo de 20-25 minutes si je me souviens bien, qui vous présente le jeu ainsi que ses extensions et même le mode solo Luminor. Voilà, si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations sur Moonrakers et ses nouvelles extensions, allez voir la vidéo de Nyx. Et ma foi, cette fois-ci, c'est véritablement tout pour ce projet coup de cœur de la semaine, Moonrakers. Vous le voyez, j'ai pas encore baqué, mais ça pourrait venir. Et ma foi, c'est à peu près tout pour cette semaine. Voilà. Il est 23h40, oh, ça va, j'ai pas fait si long que ça va. Mais quand même un petit peu plus long que ce que j'aurais voulu. Je pense que je vais essayer de raccourcir semaine après semaine, notamment et spécifiquement sur les mentions honorables de la semaine, bien évidemment.
Sur ce, je vous remercie à nouveau de m'avoir suivi pour ce premier menu crowdfunding post-accouchement et post-arrivée du bébé à la maison. J'espère que vous n'étiez pas trop décousu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si je dois faire des efforts pour réussir à conserver le format comme c'était jusqu'à présent le cas. Et moi, je vous retrouve très prochainement. Entre-temps, n'hésitez pas à aller checker le patron l'addition du mois précédent dans lequel on annonce les résultats du concours du précédent patron l'addition. Allez, portez-vous bien, jouez bien et à la prochaine.